Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. C'est la deuxième céréale au monde et la troisième produite, consommée et exportée après le blé et le maïs. Le riz est devenu donc la coqueluche des ménages et de la restauration collective. D'après une étude effectuée au Bénin en 2003, 43% de la population préfère justement le riz importé au riz local. Le fait est réel et inquiète. Quel avenir pour le riz local, pourtant très nutritif au Bénin? La question mérite d'être débattue. Loin d'un débat contradictoire, c'est plutôt un débat constructif qui devrait permettre aux uns et aux autres de pouvoir justement assurer un meilleur avenir au riz local. Pour évoquer donc la question sur ce plateau avec moi, un producteur de riz, Ronponou Eloi, vous êtes le promoteur du riz bio Matekpo, c'est bien cela, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter, répondre donc favorablement à notre invitation. En face de vous, pour pouvoir donc mener ces échanges, monsieur Gauguin Arnaud Christian, vous êtes ingénieur, agroéconomiste, consultant au cabinet Golf Expertise. C'est bien cela, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis, à vos côtés, Herman Azanyadi, vous êtes également ingénieur agroéconomiste, vous êtes le point focal Ricolto, c'est bien ça, ex-Veco Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter donc notre invitation avec vous sur ce plateau. Nous ferons donc ce débat sur le riz du Bénin. Est-ce le riz de l'avenir? C'est une grosse question à laquelle nous allons pouvoir répondre sur ce plateau. Mais avant justement de faire le débat, d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage qui justement s'intéresse au riz béninois. Reportage. Je sais pas. Ça ne doit pas être un riz béninois. Ça, pour vous, ce n'est pas un riz béninois. Non, ce n'est pas une production locale. Difficile test de reconnaissance du riz béninois pour notre consoeur. Échec et mat, son flair a failli. Bon, ce riz, c'est du riz Gino. Elle s'est trompée de plat. Pour elle, seul ce qui vient d'Asie est propre. Eh bien, les riziculteurs béninois produisent du bon riz, du très bon même, plaident devant une petite armée de journalistes, les riziculteurs et les organismes européens acquis au riz béninois. C'est pourquoi il est important et nécessaire de communiquer sur le riz, attirer l'attention des dirigeants sur les enjeux à travers l'achat institutionnel, susciter l'adhésion totale de ces derniers pour la prise de mesures en faveur de la promotion et la commercialisation du riz made in Bénin. Pour un véritable développement de cette filière devenue stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Victimes de préjugés, les riz béninois sont délaissés par les Béninois. En cause, les défauts des premières productions artisanales, pourtant remplacées depuis plusieurs saisons déjà par des riz de bonne facture, capables de soutenir la concurrence asiatique. Parole de spécialistes. Le riz importé, généralement, est un riz de très vieux âge. C'est-à-dire, c'est un vieux de 5, 6, 7 ans qu'on nous importe de la Thaïlande, alors que notre riz est du riz de jeune âge. C'est-à-dire que notre riz, le riz des collines, le riz saveur des collines, le riz, comment on l'appelle, délice, des Ésopes, mettez ça à côté du Gino. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut comparer. C'est des riz de même qualité pratiquement, mais quand vous prenez Gino, il coûte au moins 800 francs le kilogramme, pendant que le riz délice est à 500. Le riz du label Bénin connaîtrait un franc succès si l'État béninois passait des commandes massives pour les garnisons, les cantines scolaires et autres achats institutionnels, comme au Sénégal et au Burkina Faso. Hélas, ces chances s'évanouissent avec la suppression de l'ONASA, l'Office national pour la sécurité alimentaire, gros client de la filière riz du Bénin. Les enjeux du patriotisme économique pour le riz béninois sont multiples. 18 milliards de francs CFA de devises d'importation à capter, une filière et un pilier de croissance à sauver, environ 2600 emplois directs à créer par an avec juste 10 000 tonnes d'achats réguliers. Voilà les explications de Osias Sounouveau, dont la voix soutenait donc ce reportage. Éloi Ronponou, vous avez suivi, tout comme nous sur ce plateau, ce reportage qui traitait justement du riz béninois. J'ai bien envie de vous demander, vous en tant que producteur du riz Matekpo, comment se porte aujourd'hui la filière riz au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Nous n'allons pas dire que le riz béninois ne se porte pas bien.
ce serait un peu être négatif. Il se porte bien donc. Il se porte bien. On peut dire que ça se porte bien, mais maintenant il faut apporter quelque chose pour que on puisse avoir une amélioration nette de la chose. C'est ça, au fait, le grand problème. Dire que le riz béninois ne se porte pas bien, ce serait un peu trop mentir et ne pas vouloir aller vers ce qui est bien, beau et bon. Moi, je dis que ça se porte bien, mais il y a encore un peu de raté si ceux qui sont à la tête peuvent faire quelque chose pour améliorer les conditions, je dis bien les conditions de vie de ces riziculteurs. D'accord. Alors, en attendant justement de parler de ce que devraient peut-être faire les autorités pour améliorer les conditions de vie des riziculteurs, vous estimez que le riz béninois se porte bien. Pourtant, il n'est pas aussi consommé que ça. Qu'est-ce qui bloque réellement, vous, en tant que producteur, à votre niveau? Et d'abord, si on dit s'il y a quelque chose qui me bloque, d'abord, je dis ça se porte bien. Pourquoi je dis ça se porte bien? Je dis que ça ne se porte pas bien, c'est être négatif. Et je ne veux pas être négatif. Il faut être positif. Il faut être positif dans la vie. Oui, je ne veux pas être négatif. Alors, on peut apporter de l'amélioration. Ce qui me bloque, moi, personnellement, parce que vous ne pouvez pas ovationner avec une seule main. Il faut des apports. La deuxième main, c'est la deuxième main qui est absente. Elle est absente du moins. Donc, c'est ça mon gros problème. Mon gros problème, au niveau de mon champ, c'est les équipements. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire, par exemple. Mais vous ne pouvez plus aller à la terre avec les mains, avec la roue. C'est impossible. Donc, il faut que les décideurs apportent du nouveau dans ce secteur-là. Ils apportent du nouveau, parce que moi, à mon niveau, je fais de mon mieux, mais ce n'est pas encore ça. Vous avez des difficultés particulières, outre le matériel dont vous parliez tantôt? Il y a tellement de difficultés aujourd'hui au niveau du riz. Par exemple, vous le dites tout à l'heure, les gens n'aiment pas consommer le riz local. Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il n'y a pas la beauté. Simplement. Parce qu'il n'y a pas la beauté. Il n'y a pas la beauté. Oui, parce que quand on parle de la qualité, les gens ne voient pas le côté intérieur, on voit toujours le côté extérieur. C'est tout. C'est là, il n'y a pas la qualité. Sinon, si, regardez, quand vous avez présenté Juno et Délice tout à l'heure, mais les gens sont allés, vous voyez les deux sacs, vous voyez la différence déjà. Tout le monde veut aller vers ce qui est beau. Et c'est ça. Sinon, si vous prenez Gino et notre riz, préparez Gino et laissez jusqu'au soir, vous verrez. Et préparez notre riz et laissez jusqu'au soir, vous verrez la différence. Donc, tout ce qui nous bloque, c'est si on peut améliorer la qualité de notre riz. Et maintenant, améliorer aussi les conditions des riziculteurs. C'est tout. D'accord. Alors, Arnaud Christian Gauguin, il faut améliorer la qualité de notre riz. Éloi Romponou l'a dit en faisant justement une étude comparative. Le passé n'est pas du tout reluisant, visiblement. Il faut justement penser maintenant à l'avenir, il faut penser au présent et prendre les dispositions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui déjà mettre en place pour pouvoir assurer de meilleures conditions de travail aux riziculteurs, comme il a dit? Merci, monsieur le journaliste. Et avant de répondre directement à votre question, je voudrais quand même vous remercier pour m'avoir invité à ce plateau. Un plaisir. On pourra partager ce qu'on connaît sur le riz, sur la filière riz. Ensuite, je voudrais vous dire toutes mes félicitations pour l'élément qu'on a vu tout à l'heure, qui est tout à fait intéressant. Merci. Et voilà. En termes, il est important qu'on regarde l'état des lieux. Moi, j'ai eu la chance de conduire plusieurs études au Bénin, Oui. et même dans la sous-région, et sur les filières agricoles, et principalement pour le riz. Et concernant le Bénin, et en termes d'état des lieux, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il existe au Bénin une filière riz. La filière riz existe au Bénin, c'est clair. Et quand on parle de filière, il faut voir l'association des maillons, les différentes activités depuis les semences jusqu'à le riz qui est dans le plat, tout ce qui se passe sur le chemin là. La filière riz existe au Bénin, mais les études ont montré, et ça c'est vrai aujourd'hui, que cette filière souffre de
perte de productivité sur toutes les lignes. Perte de productivité. Quand on prend le maillon production, les rendements sont très bas. Voyez-vous, le maillon transformation, la capacité de transformation est faible. C'est traditionnel. Et on a les techniques modernes de décortiquage, on n'en a pratiquement pas. À part les deux grandes rizeries il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce qui est dommage. Et ça, je passe, hein, on peut tout dire. Ce qu'on va faire, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer la qualité. Mais aujourd'hui, avant peut-être de parler de Mhm. cela, vous convenez aujourd'hui que la situation n'est pas aussi reluisante La que ça. situation n'est pas bonne. Comme les anciens enseignants disent, peut mieux faire. On peut mieux faire. Parce que quand ils voient les acteurs des chaînes de valeur, les acheteurs de riz, ils se débrouillent. Ils mouillent le maillot. Quand ils prennent les producteurs, je les vois, les riziculteurs. On en a au Bénin, on en a 60 000 riziculteurs au Bénin. Les transformateurs, il y en a aussi qui s'évertuent, mais malgré ça, on est à 152 000 tonnes de riz aujourd'hui, ce qui est très faible. Les rendements tournent autour de 2 tonnes, 4 maximum pour les plus élevés, parfois même moins de 2 tonnes, alors qu'on a des potentiels allant jusqu'à 9, 10, 12 tonnes à l'hectare. Donc forcément, il y a matière à améliorer le dispositif. Le climat des affaires autour de la filière n'est pas assaini. Donc il y a matière à travailler, à réfléchir, stratégie, en matière politique, encadrement, et beaucoup de pistes de réflexion qui sont restées ouvertes jusqu'à maintenant. Donc cela justement montre pourquoi il y a cette invasion, je veux dire, du riz étranger sur le marché béninois. Oui, nous vivons un déficit aujourd'hui en termes de consommation, de satisfaction de nos besoins en consommation de riz. Le déficit est très élevé. Nous, on a fait le calcul, on a en moyenne annuellement au moins 14 000 tonnes de déficit. 14 000 tonnes de déficit. Annuel. Ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le riz importé vient, on peut dire, c'est là l'aspect positif, vient combler ce déficit. On n'est pas capable, on n'a jamais été capable de produire du riz suffisamment pour nous nourrir nous-mêmes à partir de nos sols. Et ça, c'est un peu triste parce que quand vous regardez les conditions climatiques, les conditions écologiques en général, les conditions édaphiques, les conditions de... Tout est favorable. On a des bas-fonds, on a des zones rizicultivables. Je peux vous donner même des chiffres si vous voulez. C'est beaucoup de zones. Mais on n'arrive pas à les exploiter. On a 315 000 hectares de vallées. De vallées qu'on n'a pas exploitées. On a 205 000 hectares de bas-fonds. Et puis, on a 140 000 hectares de plaines inondables, plus 30 000 hectares de terres irrigables. Donc, or, le riz, c'est l'eau aussi. Si on n'a pas la maîtrise de l'eau, on ne peut pas produire du riz. Tu vois? Donc, je peux dire que la nature a gâté le Bénin, je peux dire de façon terre à terre, pour qu'on produise du riz. Mais on est loin de satisfaire nos besoins. Ça, c'est un enjeu fort. Et ça, c'est le défi. Si on veut regarder dans le futur, il faut se poser des défis. Ça, c'est le défi qu'il faut regarder. Et ça, c'est un défi partagé. D'accord. Ce n'est pas normal qu'on regarde dans les plats des Béninois aujourd'hui, on ne voit que du riz de Thaïlande, le riz de je ne sais pas d'où, alors que nous sommes là. C'est pas normal, Herman Azaya dit, qu'on regarde dans le plat du Béninois et qu'on constate qu'il consomme encore du riz venu de l'étranger. Et pourtant, nous avons des zones rizicultivables ici au Bénin. Nous avons la nature à offert quand même, je dirais, les dispositifs ou dispositions nécessaires pour que tout soit fait au Bénin. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Oui, bon, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour l'invitation d'abord. Bon, je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien commencé, le riz, c'est la deuxième céréale la plus consommée au Bénin, même dans les autres pays. Absolument. Et aussi, il faut dire que le riz, c'est beaucoup plus une céréale qui contribue beaucoup plus à la sécurité alimentaire et surtout la souveraineté alimentaire, puisque déjà une population qui consomme du riz importé, nous avons une certaine dépendance par rapport à l'extérieur. Or, vous savez tous que la population mondiale s'accroît à un rythme terrible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la réserve mondiale, les autres d'abord doivent assurer leur propre autosuffisance alimentaire avant de penser à nous envoyer encore leur... Donc, déjà, nous devons nous préparer, puisque ce qui blesse, le danger qu'il y a, c'est que la génération future, les jeunes, les enfants maintenant consomment beaucoup plus le riz. Ce n'est plus comme au temps de nos parents, on dit riz, c'est seulement jour de fête, ou bien c'est le dimanche, après le culte qu'on mange le riz et tout le monde est content. Mais aujourd'hui maintenant,
pratiquement les matins, C'est les devenu enfants. le mets de la restauration c'est collective, devenu en le fait. mets de la restauration. Donc, ça fait qu'il y a une forte consommation du riz. Donc, nous devons nous préparer pour assurer la nourriture de demain. Et c'est pour ça que, bon, je représente Ricolto, c'est notre slogan, comment nourrir le monde de demain. Et quand on prend principalement le riz au niveau du Bénin, si je dois faire un bilan de santé, Oui. bon, je dirais que je prends un point de repère, la crise alimentaire de 2008. Et quand je vous dis, en matière de production, on était à 80 000 tonnes de riz au Bénin en 2008. En 2008. Aujourd'hui, en 2018, si je peux le dire, même si nous sommes au début de l'année, 10 ans après, 10 ans plus tard. nous tournons, en 2014, on était déjà à 250 000 tonnes de riz et de paddy. Donc ça fait quoi? Ça veut dire que la production a triplé. Mais ça ne veut pas dire, mais il y a des défis énormes qui sont devant nous, que nous devons lever pour permettre réellement, pour donner une certaine visibilité au riz. En 2008, il n'y avait pas, le riz béninois n'avait pas un visage reluisant. C'était un riz qui était qualifié de riz médiocre et présent de grains. Il y avait un mélange variétal terrible et aussi, bon, c'était les longs grains, il n'y avait pas de calibrage. Je crois qu'à partir de 2010, il y a eu des initiatives. Et c'est ça qu'il faut noter. Il y a eu des initiatives un peu partout, que ce soit par les partenaires, au niveau des organisations paysannes, des initiatives qui ont réussi, qui ont pu démontrer que le producteur béninois, le riziculteur béninois est capable de produire du riz de qualité. Et je vous le dis, nous on a fait une expérience. Tous les indices le prouvent. Tous les indices le prouvent. Nous on a fait une expérience au niveau des collines où on a eu à accompagner deux organisations paysannes dans la région dans la commune de Savalou. Et ces deux OP ont pu avoir la certification FLO. Le riz béninois s'est retrouvé au niveau du supermarché du groupe Colruyt, qui compte parmi les premières surfaces, les grandes surfaces en Europe. Donc le riz béninois est parti là-bas. Et je vais vous raconter l'anecdote. Ce riz est revenu encore au niveau du Bénin, ça a été exposé au niveau du supermarché Rival, et dans des emballages de demi-kilo. Et si je vous dis le coût, c'est moins de 4 000, c'est de l'ordre de 3 000 et quelques. Et les Béninois ont acheté. Tandis que le sac de délices ou bien de matécor n'est même pas à ce prix, le sac de 5 kilos. Et pourquoi ils ont acheté selon vous? Ils l'ont acheté parce que, pourquoi? Parce que vous voyez, quand on parle de qualité, comme l'a dit monsieur, le producteur de matécor, au fait, le béninois, quand on dit qualité, c'est beaucoup plus la présentation physique. L'emballage. Il y a l'emballage qui est un facteur déterminant, parce que pour un consommateur, pour attirer, c'est l'emballage d'abord qui l'attire. Après l'emballage, le contenu. Est-ce qu'il y a des corps étrangers là-dedans? Est-ce que c'est bien calibré? Et si c'est du riz blanc, est-ce que ça a une couleur éclatante, le bien blanc? L'autre, parfois, d'autres consommateurs qui ont des revenus élevés vont jusqu'à l'odeur de parfum, même la longueur des grains. Donc, ça, il faut qu'on reconnaisse. Le Bénin est particulier parce que notre position géographique, nous sommes au bord de la mer. Et nous avons toujours été habitués à consommer du riz venant de l'Asie parce qu'il y a le Nigeria qui est à côté de nous et le Bénin importe plus de 700 000 tonnes. Or, il y a une réexportation de plus de 400 000 tonnes vers le Nigeria. Donc, ça fait que le consommateur a une gamme très variée de riz. Donc, il y a un travail très profond que nous devons faire pour mieux positionner notre produit. D'accord. Alors, en attendant justement de donner les grands axes de ce travail très profond qui doit être fait, Monsieur Onkonoueloa, pourquoi aujourd'hui, vous en tant que producteur et tous les producteurs d'ailleurs béninois, pourquoi vous n'arrivez pas à produire, à une production élevée réellement du riz au Bénin? Parce que tout à l'heure, les deux agroéconomistes, ils l'ont dit quand ils donnaient justement les chiffres pour montrer qu'il y a encore un déficit au Bénin. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller au riz. Ah bon? Oui. C'est pas donné à tout le monde. Vous le dites avec une certaine facilité assez déconcertante. Ouais, ce n'est pas tout le monde parce que
Oui, si les techniciens peuvent apporter leur technique pour faire augmenter la chose, c'est bien. Mais si c'est seulement nous qui allons partir, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Par exemple, je vous donne un petit problème pour le riz, la chasse aviaire, par exemple. Oui, les gens, quand on est au bureau, on peut nous présenter 2 tonnes à l'hectare, c'est faux. Les oiseaux ont bouffé peut-être 1 tonne dedans ou 2 tonnes dedans. Sinon, je suis à 6 tonnes d'œufs à l'hectare. Donc c'est une question d'entretien. Or, pour entretenir, il faut de l'argent. Il n'y a même pas. Parce qu'il faut une présence. Parce que j'ai circulé un peu pour voir comment les autres font. C'est pas, j'ai essayé de couvrir 20 hectares avec des filets, mais ça n'a pas donné. Donc, je suis revenu à la présence humaine. Or, du matin, de 6h à 19h, garder quelqu'un là, donc... 6h à 19h. Ah oui, parce que déjà à 6h, on est au champ. Est-ce que vous les payez au moins en conséquence? Ça, c'est soit dit en passant. Ah oui, si je ne les paie pas, ça fait au moins 6e année que je fais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé avec 1 hectare. Je suis à plus de 30 hectares aujourd'hui. Donc, si je l'ai, ce côté-là, je l'ai. D'accord. Oui, ce côté-là. Donc, il faut de l'argent. Il n'y a même pas à dire. Parce qu'ils doivent manger matin, midi, soir. Absolument. S'ils sont malades, il faut vite les traiter pour qu'ils puissent retourner à leur place. Donc, c'est le gros problème, parce que c'est un problème, ça. Maintenant, il y a encore le problème des outils. Si on veut aller, parce qu'il y a trop de choses dedans. Regardez, on dit il y a des bas-fonds, il y a des terres, mais ce ne sont pas des terres déblayées. Il faut les déblayer, aménager ces espaces-là. Vous pensez que quelqu'un qui n'a rien peut aménager 2 hectares, dessoucher les arbres d'abord, après labourer, planer, tout ça là. Et où va trouver l'argent maintenant pour aller acheter des semences? C'est tout un... C'est tout un ensemble. À cette allure, Éloi Ronconou, on ne pourrait justement pas enrayer, je dirais, tout ce qui nous vient justement de l'extérieur. On ne peut pas parvenir à une autosuffisance alimentaire du point de vue du riz tout de suite. Non, pas tout de suite. Sauf si les décideurs prennent la chose en main et caler bien les choses. Je dis bien caler bien les choses. Surtout ceux qui jouent à l'intermédiaire entre les producteurs et ceux qui veulent appuyer. Parce qu'il y a un côté un peu bancal qui se trouve là que je ne veux pas trop... Pour ne pas toucher les gens. Pour ne pas les toucher, je préfère me taire. Mais l'essentiel, c'est d'apporter les outils. Si on veut aller à grande échelle, c'est d'apporter les outils. Je dis, dessoucher par exemple, c'est de l'argent. L'aménagement d'un terrain, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça aussi. Il faut que les gens pensent à ça. Ouais. Si on laisse les gens, et très souvent, ils mettent la charrue devant eux. C'est ça qui est un peu dommage. On dit, avant de t'appuyer, il faut aménager 20 hectares d'abord. Après, je vais trouver l'argent où? Donc, il faut un financement de base. Très bien. D'accord. Alors, Arnaud Christian Gauguin, vous parliez justement des défis à écouter M. Azayandi et Éloi Ronconou. On est tenté de dire que le passé n'a pas été du tout cela. Maintenant, concentrons-nous sur le présent et évidemment sur l'avenir. Vous parliez tantôt des défis qu'il importe aujourd'hui de relever pour pouvoir réellement aider ce secteur à mieux se porter. Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut qu'on reconnaisse que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, les différents acteurs à tous les niveaux, l'État, disons quand je parle d'acteurs, je vois 2 catégories d'acteurs. Il y a les acteurs du secteur public étatique et les acteurs du secteur privé, que constituent tous les acteurs des chaînes de valeur directes et aussi les acteurs d'accompagnement de tout cela. Bon, voilà. Donc tout le monde a essayé de faire ce qu'il peut, à mon avis, et malgré ça, la filière est comme ce que nous déplorons aujourd'hui. Je crois que les défis à lever pour que la filière ressemble à notre rêve sont très nombreux.
sont très nombreux. Et ce qui est clair, on ne pourra pas tout régler tout de suite. Okay. Ça, on est d'accord. Tout n'est pas réduit aussi au financement. Parce que quand tu vois n'importe quel acteur, ils disent on n'a pas les moyens, on ne finance pas, amenez-nous les moyens, amenez-nous. Mais sans le financement, justement, ils ne peuvent rien faire. Les financements, je suis agroéconomiste, le financement est un levier important, vraiment, pour booster une production ou bien pour atteindre des objectifs stratégiques. Oui, absolument. Mais ce n'est pas tout ne résume pas au financement. On peut amener des milliards. Si certains défis, comme les questions de comportement, il n'a pas voulu dire certaines choses, elles ne changent pas, les milliards vont s'engloutir. On a beaucoup englouti. Je prends l'exemple de Malanville, Karimama. Regardez l'investissement que l'État a fait là-bas depuis les indépendances pour aménager le site de Malanville, Karimama, des milliards d'enfants. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pratiquement plus. Il n'y a pas que ça. Les deux rizeries dont nous avons parlé, c'est l'État qui a investi dedans. Ils ne fonctionnent plus. Ils sont à 10%, donc 13% de leur capacité de truc. Je veux dire que les financements, oui, mais nous ne focalisons pas sur ça. Alors, je reviens sur les défis. Les défis à lever sont à tous les niveaux de la chaîne de valeur de la filière riz. Et on peut commencer par le tout petit bout, les questions de semences. La semence de riz qui va nous permettre d'avoir des rendements forts. Où est-ce qu'on trouve les semences de riz au Bénin? Le Bénin, c'est vraiment de grands défis. Il n'y a pas une structure aussi qui fournit des semences. Il faut qu'on ait accès aux semences. Tout ce qui est semences, engrais, les engrais, les semences, les équipements, c'est des défis à lever. Où est-ce qu'on les trouve? Ça, c'est les grandes questions. Alors, ensuite, tout ce qui est volet production, là, les techniques de production, je peux vous dire, moi, je crois au fait qu'on est capable d'atteindre l'autosuffisance en riz. Je crois. Je suis réaliste, je suis technicien en la matière. On a la technicité. La technologie existe quelque part, même si notre recherche n'a pas... Il y en a ailleurs. On peut faire de l'importation. Il y a les connaissances techniques, les agronomes, il y en a plein. Ces gens qui sont bien formés. Les producteurs sont prêts, les tracteurs sont prêts. Alors pourquoi on ne bouge pas? Alors, donc je dis, tout ce qui est encadrement des producteurs, donc les techniques de production du riz, il faut améliorer, il faut déplacer ça de là où nous sommes vers là où il faut aller. Il y a les systèmes de production aujourd'hui, riz pluvial, on attend la pluie, c'est pas bien, il faut maîtriser l'eau, les aménagements, c'est des défis. Et quand on dit défi, le plus gros défi de l'aménagement, c'est les entretiens. Et l'assurance, maintenance, fonctionnalité. Et ça, c'est des problèmes qui n'ont pas du tout marché dans le passé. Et ça aussi, je tire sur ça. Les entretiens des aménagements, on a toujours rêvé que c'est les paysans qui vont faire ça, les producteurs, ils n'ont jamais pu faire, les riziculteurs. Conséquence, les choses tombent en panne, il n'y a personne pour réparer et puis on est là. Ça, c'est les aménagements. Et si on regarde maintenant les autres maillons, je vais passer rapidement là-dessus, le maillon production, ils ont une très faible capacité de transformation aujourd'hui. Nous sommes à combien? Quand je prends c'est des transformations artisanales basées sur les petits transformateurs avec des techniques traditionnelles, ce n'est pas modernisé. Quand on a fait l'étude, on a fait la somme de leur capacité de transformation, c'est 20 tonnes par jour. Eux tous mélangés. Maintenant, il y a les deux rizeries qui font chacun 150 tonnes. 150 tonnes, mais ça fait 300 les deux, mais ils sont à 20% de leur capacité. 20%. Ils sont à 20% de leur capacité potentielle de transformation. Moi, je dis c'est parce que c'est un truc d'État, ça. Je ne suis pas favorable. Alors, donc, nous avons au total une capacité de transformation aujourd'hui de 320 tonnes par jour. C'est faible. C'est faible, pas parce que les gens ne veulent pas, mais ils ont des contraintes techniques. Ils ont des problèmes de financement, ils ont des problèmes, même la technologie qu'ils utilisent, il faut l'améliorer. Ils sortent le riz de chez nous qui est, sur le plan nutritionnel, très bon. Mais si vous voyez, il y en a, il y a des grains, des trucs étrangers dedans. Beaucoup de trucs étrangers, mais ça c'est pas compétitif. Il n'est pas bien blanc, ça c'est pas un problème. Sur le plan nutritionnel, c'est très bien, mais vous voyez des grains de sable dedans parce que le matériel qu'ils ont utilisé n'est pas très bon, c'est un vieux matériel, des choses comme ça ne donne pas un riz compétitif. Ce n'est pas du matériel adéquat. Le côté commercialisation, n'en parlons pas. La conseil est laissée aux mains des commerçants qui, eux, c'est des hommes d'affaires. Ils sont dans leur relation d'affaires normale. Maintenant, il y a un volet très fort, c'est la gouvernance de la filière. Voilà. La gouvernance de la filière, l'État, à travers le ministère, le MAEP, moi je pense, fait ce qu'il fait. L'État a beaucoup financé ça, mais aujourd'hui, il faut qu'on sorte des idées innovantes aussi. On ne va pas attendre l'État tout le temps. L'État a financé les cardets, l'État a financé la recherche, l'État a fait, mais on n'a pas les performances que nous recherchons. Moi, je suis aujourd'hui de ceux qui pensent qu'il faut regarder les choses autrement.
autrement. Je vais vous donner un peu de détails sur ça. Autrement, et laisser l'État jouer son rôle régalien de régulation de tout le système, de traçage du cadre, le cadre réglementaire et administratif, tout ce qui est rôle régalien, et de laisser le secteur privé aussi jouer son rôle. Il faut laisser le secteur privé. Mais l'État n'a pas le droit de remplacer les privés. L'État ne doit pas gérer une rizerie, par exemple, pour concurrencer les privés qui ont aussi des rizeries. D'accord. Voyez-vous, il doit lui faciliter, créer un climat d'affaires favorable au développement de la consommation. Il y a énormément. L'interprofession aujourd'hui du riz est créée. C'est une très bonne chose. Moi, je l'ai apprécié, mais ils sont très jeunes. C'est pas grave, c'est bon. L'interprofession, en fait, c'est l'espace de dialogue entre les acteurs sur la même filière. Si la filière se porte bien, nous tous, on sera bien. Si la filière se porte mal, on ira tous dans un petit coin, tu vois. D'accord. Voilà. Donc l'interprofession est attendue aussi en termes de gouvernance de la filière. D'accord. Je reviens à vous dans un instant, Monsieur Arnaud Christian Gauguin, le temps de demander à Herman Azanyadi les défis que vous estimez qu'il importe, qu'il use de relever pour pouvoir aider cette filière à mieux se porter. Monsieur Gauguin a commencé par en parler. Oui, bon, je crois que M. Gauguin a touché à assez de défis. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'abord, sans volonté politique, nous ne pouvons rien. Donc il y a le rôle du politique. Oui, qui doit vraiment, qui constitue le levier même. Parce qu'il faut dire actuellement maintenant, nous pratiquons, il y a une inadéquation entre la politique agricole, parce que notre politique agricole, c'est beaucoup plus d'intensifier la production, mais en même temps, la politique, c'est totalement opposé, la politique commerciale. Vous parlez du rôle du politique sans pour autant vous arrêter. Dans mes recherches, j'ai vu un peu que avec le nouveau gouvernement, il y a cette politique de diversification agricole dans le programme d'action du gouvernement qui est mis sur pied. Est-ce que déjà, ce n'est pas un signal fort? Oui, bon, avant d'en arriver là, c'est-à-dire ce que je dis en disant pas inadéquation, c'est que l'État investit des milliards pour que les riziculteurs produisent beaucoup. En même temps, nous laissons nos frontières totalement libres et nous sommes envahis par le riz importé. Donc, normalement, l'État doit chercher des mécanismes pour pouvoir beaucoup plus promouvoir le riz local. Et je crois que l'État a commencé par le faire. Mais il faut que ça aille vers des signaux très forts. Je donne à titre d'exemple, au temps du ministre Lazare Secrétor, il y a eu un décret qui est sorti. Et le décret a défini la commercialisation du riz au niveau du Bénin. Et ça imposait aux importateurs, avant d'avoir leur agrément, d'investir dans la production locale. Mais je vous dis, ça a fait bouger beaucoup de choses. Ah bon? J'ai vu des importateurs se déplacer dans les bassins rizicoles, commencer par chercher à avoir des contrats avec les organisations paysannes. J'ai rencontré un importateur qui était prêt à financer des équipements. Il y avait le financement dont parle M. Rukunou. L'importateur dit, moi, je suis prêt à vous donner, à payer à l'avance et ma commande, de telle sorte que l'unité puisse s'approvisionner en paddy. Parce que le plus grand problème au niveau de nos unités, c'est la mobilisation du paddy. Et le paddy, c'est quoi? Le paddy, c'est la matière première. C'est le paddy qui est transformé, on a le riz. Donc, nos unités, avec les structures de microfinance, le taux d'intérêt pratiqué ne permet pas réellement de pouvoir, pour que nos unités puissent prendre de crédit. Même si les unités veulent prendre de crédit, souvent les institutions financières sont réticentes. Vous voyez? Donc, cet arrêté a fait bouger, mais après quelques temps, ça a été encore abrogé. Ça a été abrogé et automatiquement, on a senti que, lorsque l'arrêté était là, les importateurs étaient intéressés même à rentrer dans l'interprofession. Et ils voulaient même transformer leur association AIDA en AIRI, Association des importateurs de riz. Mais quand l'arrêté a été retiré automatiquement, ils ne se sont plus intéressés à l'interprofession. Donc, ce qui est aujourd'hui, le Bénin a tellement, en matière, quand vous prenez même les organisations paysannes, en matière de structuration, au niveau du riz, il n'y a pas de problème.
Les producteurs sont bien structurés du village jusqu'au niveau national. Aujourd'hui, il y a un cadre régional de riz au niveau de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est une culture ultra stratégique. Les familles des transformateurs se sont déjà constituées. Les familles des commerçants sont là, même si elles sont jeunes. Donc, tout ce qu'il faut beaucoup plus, c'est que nous puissions réellement voir, comme je l'ai dit, les initiatives réussies. Par exemple, quand on prend Matekwa, ces initiatives-là, encourager ça pour mettre ça à l'échelle. Pour que réellement, parce que le consommateur, lui, ne veut pas savoir, tout d'abord, le consommateur, il a des exigences données et que nous devons respecter. Et notre rôle, c'est beaucoup plus accompagner ces producteurs-là à pouvoir répondre aux exigences du marché. Si nous les accompagnons, et je crois qu'à l'ère de ce gouvernement, comme l'a dit M. Arnaud, effectivement, dans le PAG, ça fait partie des projets phares. Comment faire pour que réellement que nous atteignions l'autosuffisance. Et je crois que quand on voit comme objectif, c'est faciliter l'accès aux intrants spécifiques. Si je vous dis pour le riz, il n'y a pas d'intrants spécifiques pour le riz. Comment faire pour avoir accès, parmi les objectifs, accès aux semences de qualité. Comment faire pour avoir la maîtrise de l'eau. Je vous donne l'exemple des collines aujourd'hui. C'est du riz pluvial qui se fait. Mais à cause des effets des changements climatiques, il arrive qu'il n'y a plus la pluie pendant 2 mois, ou bien 1 mois. Donc ça agit. Imaginez-vous des producteurs qui font 8 hectares du jour au lendemain, et parce qu'il n'y a pas eu pluie pendant 1 mois, n'arrivent même pas à récolter 2 tonnes. Donc ça fait mal. Et donc l'État doit créer un cadre favorable pour que les privés puissent venir investir. Ça se fait dans d'autres pays. Nous, on intervient aussi au Sénégal, où moi, j'ai rencontré, il y a des promoteurs de rizerie qui investissent même dans l'aménagement, qui fournissent les intrants aux producteurs, en retour, prennent le paddy. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut la volonté de l'État. Et ça se traduit déjà parce que l'État aussi, dès l'arrivée, il y a eu un temps pour pouvoir faire le diagnostic, connaître la situation. Et je crois que maintenant, il y a déjà eu une ébauche de rédaction d'un projet national pour le développement de la riziculture qui est là. Et je me dis qu'il y a la volonté, tout ce que nous voulons. C'est beaucoup plus que la volonté aille plus loin. D'accord. Et Éloi Rompomon, ces défis relevés devraient pouvoir donner un coup d'accélérateur à cette filière et va permettre justement que vous viviez mieux et que nos produits n'aillent plus peut-être dans les pays voisins, comme le Nigeria par exemple. Si ces défis sont relevés, je pense que l'autosuffisance alimentaire dont on parle, nous allons l'atteindre facilement. Et surtout ce que moi, je dis, je vais le dire. Dites-le. C'est que si on parle des gens, la compétence, des gens intelligents, des gens doués, des gens qui peuvent nous encadrer, tout ça là, ça existe. Mais il nous manque des gens bien. Les gens bien, c'est qui les gens bien? Les gens, si on te dit de m'acheter une motopompe de 70 000 francs, il ne faut pas aller facturer à l'État à 450 000 francs. C'est ça aussi un problème. Parce que vous en rencontrez suffisamment, ces gens-là. En tout cas, je ne vais pas trop parler. C'est ça aussi. Le côté comportement de la chose aussi. Il ne faut pas y négliger ça. Parce qu'on peut nous donner tout, on peut tout donner, on peut mettre tout à notre disposition. Ce n'est pas nous qui allons gérer. C'est des gens qui vont gérer ça avec nous. Mais il faudrait que ces gens-là soient des gens bien. Je dis bien, j'insiste là-dessus. Des gens bien. Parce que pour faire progresser quelque chose, il faut avoir un cœur bien. Surtout un cœur bien. C'est ça qui nous manque, en fait. Sinon, l'État fait de son mieux. Monsieur l'a dit tout à l'heure, on a mis des milliards
Et pourquoi ça ne marche pas? Où sont partis ces milliards là? D'accord. Oui, parce qu'on met des milliards, on peut mettre 27 milliards, à peine 2 milliards ira dans le secteur. Pourquoi? Il y a ce côté-là qu'il faut revoir. Ceux qui gèrent les choses là, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Ouais, le côté comportement de la chose aussi, ça compte énormément. Sinon l'État est là, il va dire, je dis les gens intelligents, doués sont là pour tout planifier. Maintenant la mise en œuvre, c'est ça aussi. D'accord. Il faut donc, Christian Arnaud Gauguin, sauter, je dirais, ce verrou de la mauvaise gestion. Il faut pouvoir mieux gérer aujourd'hui selon Éloi Rompounu. Il faut également lever les contraintes liées notamment à la production, vous l'avez dit, à la transformation et notamment à la commercialisation du riz. Tout à fait, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut qu'on regarde l'avenir de façon positive, comme vous avez dit. Rien ne peut être réussi sans la volonté politique. Et si au Brésil, aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont chassé la faim du Brésil, il n'y a plus personne qui a faim là-bas, c'est parce que le président Lula, à un moment donné, a pris la décision de réussir ça. Et il a mis toute la politique au profit de ça. Je peux vous dire, pour avoir côtoyé les autorités actuellement en place au niveau du Bénin, les anciens aussi ont fait de leur mieux, comme je le disais tout à l'heure, je peux vous dire que cette volonté politique existe aujourd'hui au Bénin. Au Bénin, parce que je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en cours, qui ont été enclenchées et sont en cours dans le secteur, dans le secteur agricole en général. Et sur les différentes filières agricoles, spécifiquement riz maintenant, par rapport au riz, je sais que dans le cadre des réformes, il est question de réfléchir filière, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'objectif qui est fixé, c'est de faire en sorte, regarder comment on peut nourrir nous-mêmes, se nourrir nous-mêmes. Je parle de terre à terre, en français facile, à partir de notre terre, de notre patrimoine national. On a fait les calculs pour voir où est-ce qu'on peut aller en termes de production. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est à 152 000 tonnes de riz. On a besoin d'au moins 500 000 tonnes pour couvrir nos besoins. Nous étions dans un déficit d'environ 380 et quelques mille tonnes de déficit. C'est un grand gap. Alors, donc, si nous voulons que d'ici en 2021, parce que le programme, je vous dis, ne va pas régler tout de suite, mais ils vont mettre en place une dynamique progressive pour qu'à échéance 2021, par exemple, on réussisse au meilleur des cas à combler ce gap-là. Ça, c'est un bon défi. C'est comme ça qu'on se jette des défis. Si nous voulons produire 500 000 tonnes de riz d'ici 3 ans, 2021 n'est plus loin, d'accord, on doit travailler très fort, on doit changer des paradigmes au niveau de toute la filière. Voyez-vous, on doit aller vers une production plus professionnelle. On doit développer le professionnalisme à tous les maillons, à toutes les étapes de la gestion de la filière. Quand je prends le maillon des producteurs, je vous ai dit, on doit réussir à les amener d'une étape où ils sont maintenant vers une étape meilleure en termes de techniciens de production de riz, de riziculture. Et donc, ça a besoin qu'on les encadre, ça a besoin qu'on leur apporte le financement, ça a besoin qu'on leur apporte les outils, les méthodes, tout ce qu'il faut pour qu'ils produisent plus, jusqu'à 500 000 tonnes. Nos producteurs, ils sont que 60 000. Ils n'ont pas atteint, ils sont à 60 000 individus aujourd'hui. On ne peut pas chercher d'autres riziculteurs ailleurs. C'est toujours eux qui vont faire. D'accord. Alors donc, nous, on a essayé de réfléchir, enfin, on nous a demandé de réfléchir à une faisabilité. Et vous avez proposé faisabilité, donc une étude de faisabilité, de quoi on aura besoin pour aller à 500 000 tonnes, pour couvrir notre besoin. On a fait ce travail-là pour le gouvernement qui a finalisé, et ça va être donné au MAEP pour la mise en œuvre. La mise en œuvre sera au niveau des ATDA, enfin, le ministère qui va gérer ça. Mais déjà, alors, ce que nous avons... bon, je vais vous dire que les grandes lignes. Oui. Donc, c'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure rapidement, qui est que si nous voulons atteindre 500 000 tonnes en 2021, nous devons dès maintenant chercher à lever des contraintes majeures. L'organisation des acteurs, quand ils prennent les producteurs, on a besoin de les rendre plus professionnels. Déplacer notre agriculture d'une agriculture de subsistance, parce que les producteurs parfois produisent pour eux-mêmes, vers une agriculture contractuelle, plus professionnelle, orientée marché. Il faut que les gens regardent le marché. Le producteur pris dans ce village ne regarde pas le pays, ne regarde pas celui qui est à Cotonou, mais lui, il veut vivre, faire vivre sa famille, il vend le peu qu'il a. Mais quand vous avez une logique un peu macro, vous dites, nous avons besoin de 500 000 tonnes, il faut que l'information, pour le président, sache qu'il y a cet enjeu national auquel tout le monde doit adhérer.
Donc, on doit beaucoup travailler sur ce volet production-là pour qu'on sorte de nos champs 500 000 tonnes de riz paddy. Alors donc, le côté transformation, je vous ai dit, il faut qu'on les assiste aussi, qu'on les accompagne, je peux dire, je ne veux pas dire le mot assistance, accompagnement, pour qu'ils accroissent leur capacité de production. Nous sommes à 320 tonnes, je vous ai dit, c'est largement insuffisant. On a besoin de, on a fait le calcul, on est bon, 13 000 tonnes par jour. Si on veut vraiment, on va décortiquer les 500 000 tonnes. On a besoin de plus d'usines. D'usines de décortiquer. Ce n'est pas les 2 mini-griseries là. Il faut plus. Dans le même temps, on doit sauvegarder les petits transformateurs qui existent. On doit les aider à mettre en échelle leurs techniques. Ils font du bon travail, ça je vous l'avoue. C'est les gens qu'il faut féliciter. C'est les travailleurs du Bénin, c'est eux, hein, c'est pas que les fonctionnaires en griffe. Bref. Donc, c'est eux les travailleurs. Bon, alors, donc, il faut que les petits transformateurs qu'on connaît déjà, là, la liste est connue, hein, qu'on les accompagne pour qu'ils grandissent sérieusement et qu'ils atteignent 100% de leur capacité à défaut de doubler. D'accord? Maintenant, on doit créer de nouvelles industries. Qui va créer ces industries-là? Tout de suite, on va dire l'État. Nous, on dit, nous ne regardons pas tout le temps l'État. Il faut le privé. Il faut le privé. C'est le rôle du privé. L'apport, amener les intrants, les semences, c'est le privé. Prendre des crédits à la banque. Les paysans n'arrivent pas à prendre des crédits parce qu'ils n'ont pas les garanties suffisantes. Ce n'est pas leur faute. C'est le système qui est causé. Le banquier aussi, il fait les affaires, c'est clair. Il n'est pas méchant. Il faut un privé capable de regarder la banque, tu vois, de prendre des engagements là-bas, lui. Il prend le crédit et puis il assure que ça va faire de quoi, ce pourquoi c'est prévu au niveau des producteurs, et lui, il est l'interface entre les producteurs et la base. Ça, c'est un modèle. Il y a tellement de modèles qui existent. Allez au Sénégal, il y a des modèles. Allez même au Mali, au Niger à côté, Ficopri, là. Ils ont des modèles. Il y a des modèles gagnants qui existent en Afrique de l'Ouest, même au Nigeria à côté. Il y a des modèles, on peut copier ça et ça va marcher. Ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on a proposées. Hein. Et côté gouvernance, on a parlé de ça. Côté, on a parlé de politique tarifaire. Oui. Le riz importé envahisse parce qu'aujourd'hui, on est à 12% de taxation de riz importé. Sans autre condition, vous êtes obligé d'avoir du riz local, de tâches comme ça. On a dit il faut qu'on change ça. Le Nigeria, aujourd'hui, est à plus de 90% de taxation. Conséquence, les gens importent le riz, ça vient par le Bénin, le port, et ça transite par les routes pour aller vers le Nigeria. Parce que si tu descends au Nigeria, tu as 90% de taxes là-bas. Ici, c'est 12%. C'est encore. On a proposé à notre État de relever cette politique tarifaire-là jusqu'à au moins 36%, 3 fois plus, en griffe pour décourager les importateurs, mais on n'a pas à lutter contre eux aussi, parce que les opérateurs économiques, après tout, ils contribuent à l'économie nationale. On n'a pas à lutter contre eux. C'est vrai qu'on a un titre d'autosuffisance. Donc, quand on va augmenter cette taxation-là, on a proposé d'imposer, ça c'est la politique de l'État, à ces importateurs. Sans qu'on va ton stock de riz dans son magasin, il faut qu'on ait au moins 20 à 25%, peut-être même plus l'État est libre de décider, de riz local. Tu dois vendre le riz local forcément, en plus de ton riz importé. D'accord. Un autre aspect qui est important, deux aspects importants, c'est l'information. Puisque nous allons faire le dernier tour de table. C'est l'information. Il faut que tout le monde soit vraiment informé sur ce que c'est que le riz local, ses valeurs nutritives et autres. Ce n'est pas l'emballage que les gens ont vu dans ton supermarché là. Ce n'est pas ça que les gens mangent. Les gens disent c'est joli, joli, mais le côté joli, c'est le contenu. Donc il faut de l'information nutritionnelle. Les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas en griffe. La dernière chose, c'est le système d'information sur les filières. Ce système, il faut vraiment travailler ça. Les partenaires, tout le monde dit que les statistiques ne sont pas fiables, Il faut réfléchir à des modèles. Donc, nous avons proposé on a fait des propositions très concrètes pour que le pouvoir avance dans la dynamique. Et je pense qu'ils sont preneurs. On a validé déjà le document qu'on a appelé Programme national pour le développement de la filière riz au Bénin. Horizon 2021. Ce programme est disponible maintenant au niveau du pays, au niveau du ministère de l'Agriculture. Et ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur Arnaud Christian Gogan. On a encore quelques petites 2 minutes, très rapidement, le temps de permettre à monsieur Herman Azayadi, qui travaille également réellement pour qu'à l'horizon 2021, cette filière puisse réellement renaître de ses cendres et pouvoir nourrir réellement le Béninois. On va conclure. Allez-y. Bon, moi, je crois que l'avenir promet beaucoup. L'avenir promet. Oui, et je crois que le petit élément qu'on a vu, il y a quelque chose, peut-être, on n'est pas revenu là-dessus, mais celle qui... C'est une consoeur. Oui, c'est une consoeur qui... Elle s'est trompée. Absolument. C'est du riz local qu'elle a pris pour riz importé. Elle a même dit Gino. Absolument. Vous voyez. Ce riz, c'est passé par une trieuse optique. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 93 94 95 96 97 78 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Et ce qu'on appelle une trieuse optique, c'est un appareil qui trie, qui enlève les points noirs, les corps étrangers. Au-delà de ça, c'est comme si ça lave le riz. Parce que on envoie un peu d'air là, ça lave le riz. Donc, ça fait que quand elle a vu, elle a dit ça c'est Gino. Or, ce n'est pas Gino. Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Et c'est un riz qui est produit au niveau des collines. D'accord. Quand vous prenez Matepa aussi, ça passe par la trieuse optique. Je vais juste là. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire nous sommes capables de produire un riz qui répond aux qualités et aux exigences des consommateurs. D'accord. C'est ce que la devise ici, c'est vendre et produire. D'accord. Donc, il est important pour nous que nous puissions renforcer les capacités des riziculteurs à devenir des partenaires d'affaires et fournisseurs fiables pour les privés. Parce que, et je crois que cette volonté au niveau de l'État, il faut que ça puisse se matérialiser en actes concrets. D'accord. Donc, le riz du Bénin a de l'avenir. Merci, Herman Azayadi. Le riz béninois a de l'avenir. Éloi Ronponou. Oui, effectivement, le riz béninois a de l'avenir, ça, et soyons clairs là-dessus, ça a de l'avenir, suffirait que l'État mette les trucs à notre disposition. Et je pense qu'il y a trop de bas-fonds. Je dis, il y a trop de bas-fonds. Et le riz a besoin d'être semé dans les bas-fonds. Donc, tout est là déjà. La volonté y est chez les producteurs. Je dis bien, les gens sont décidés à faire les choses, mais les moyens manquent. Si on met les moyens à notre disposition. Vous imaginez, je quitte Grand Popo pour aller trier mon riz à Glazoué. Il est au courant. Et je vais gagner combien? Après, je vais vendre ça à combien? Où il y a Gino qui me... Vous voyez déjà, il y a des riz importés qui sont déjà là. Et comment moi je vais vendre ça? Quitter Grand Popo juste à Glazoué pour aller trier. À cause de quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de trieuse dans le mono. À côté. Donc, tout est là. Si on met les moyens à notre disposition, on va faire de beaux boulots. Merci. Merci à vous, Éloi Ronponou. Si on met les moyens, oui, très rapidement, monsieur. En 1-2 secondes, et je pense aussi, comme les autres, que le riz du Bénin a de l'avenir. Le programme dont on parle, le plan national, c'est un programme vraiment national, véritablement national, qui doit normalement fédérer tous les efforts de tous les intervenants sur la filière riz. Et je pense que pour réussir ce programme à l'horizon 2021, on a besoin de l'adhésion de tous les acteurs aux objectifs stratégiques de ce programme-là. L'adhésion et l'engagement. Une appropriation suffisamment forte de ce programme-là et l'implication de tout le monde. L'État doit rester État. L'État doit coordonner tout ça. Tout va se faire sous le légitime de l'État. L'État doit savoir, l'État est là, pas que pour les fonctionnaires, mais aussi pour les privés. D'accord. Donc, il y a les compétences du secteur privé, cette compétence agricole du secteur privé, il y a les compétences publiques du secteur agricole. Okay. Donc, l'État doit réguler ça, donc l'État doit jouer son rôle. Il faut aussi, ça c'est un point très important, améliorer le climat des affaires pour attirer des investisseurs sur la filière, des investisseurs privés. On a besoin d'eux, véritablement. D'accord, merci. On a besoin d'eux, voilà. Et l'État ne va pas concurrencer les acteurs directs des filières. Merci à vous, Arnaud Christian-Gauguin. Je le rappelle, vous êtes ingénieur agroéconomiste, consultant, cabinet Golf Expertise. À vos côtés, Herman Azayadi, ingénieur agroéconomiste, également point focal, Ricolto, ex-Veco Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, Éloi Ronponou, promoteur du riz bio Matekbo. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, tout comme nous, le riz béninois a de l'avenir. On peut espérer, il suffit juste de mettre les moyens à la disposition justement des producteurs et que l'État puisse associer le privé comme cela se doit pour que le travail puisse se faire. Le riz béninois peut être le riz de demain. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous. Merci à Christelle Sagboran et à toute son équipe. À très vite.